et bienvenue au musée. Donc, je suis Astrid Molitor, médiatrice culturelle au musée Lugdunum, musée Théâtre Romain. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre d'un cycle de conférences proposé en lien avec la toute dernière exposition du musée, intitulée Les aventures de Bricus Maximus. Cette exposition propose de parcourir et de découvrir les aventures palpitantes d'un légionnaire du IIe siècle après Jésus-Christ, Bricus Maximus. Un soldat un peu particulier, puisqu'il est ce qu'on appelle un frumentaire. Donc un frumentaire, c'est un soldat messager, / espion, qui est amené à voyager dans l'Empire pour accomplir différentes missions. Et je ne peux pas vous en dire plus. Je vous laisserai découvrir l'exposition tout à l'heure si vous n'avez pas encore pu le faire. Et justement, pour poursuivre les thèmes de l'exposition, nous avons choisi de nous arrêter sur un thème un peu particulier aujourd'hui, le thème du voyage à l'époque romaine. Et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Claude Sintès. Merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi, Claude. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine honoraire, archéologue, ancien directeur du musée départemental Arts-Antiques, et vous avez notamment écrit un ouvrage autour de la navigation dans l'Antiquité. Et nous allons explorer ce sujet ensemble durant cette petite heure, tous ensemble. Alors j'ai une première question à vous poser, Claude. Aujourd'hui, voyager est une habitude, une pratique commune, on peut la qualifier comme ça. Mais était-ce le cas à l'époque romaine? Et si oui, pourriez-vous nous expliquer ou nous préciser quelles étaient les principales raisons qui poussaient les individus à voyager, s'il vous plaît? Bien sûr. Tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est toujours un immense plaisir que de revenir dans votre belle ville et de rencontrer des gens que je connais depuis très longtemps pour certains. Donc c'est à chaque fois un grand bonheur. Alors, pour le voyage, effectivement, souvent aujourd'hui, on a l'impression que dans l'Antiquité, voyager, c'était presque impossible, qu'on restait, chacun restait autour de son village et que seuls bien, les légionnaires parcouraient le monde, hein, pour le monde romain, mais que le vulgus, hein, les individus, ne bougeaient pas beaucoup. En fait, c'est tout le contraire, puisque on avait la possibilité de voyager, pas de manière aussi confortable qu'aujourd'hui, bien sûr, avec des dangers que l'on va évoquer, avec des difficultés que l'on va évoquer, mais on avait la possibilité de voyager, ce n'était pas impossible, et surtout, on voyageait beaucoup, et pour les mêmes raisons que nous, strictement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on pourrait les décliner toutes, vous les connaissez parce que c'est celles qui nous occupent, on va voyager pour le commerce, on va essayer d'étendre sa clientèle en allant rencontrer des fournisseurs un peu plus loin parce que leurs prix sont moins chers. On va rencontrer des clients, on va essayer de gagner des nouveaux marchés, pour parler comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est une bonne raison pour voyager. Dans les raisons utilitaires, eh bien, on voyage aussi pour ses affaires, on voyage aussi pour l'administration. Beaucoup de fonctionnaires étaient amenés à se déplacer. L'Empire romain était gigantesque. Hein. On a un monde romain qui occupe la presque totalité, donc la totalité du bassin méditerranéen et au-delà. Et on a des fonctionnaires, on a des appariteurs, on a des personnels qui vont voyager d'un bout à l'autre de l'Empire pour le gérer, pour l'administrer. On a aussi des gens qui vont voyager pour d'autres raisons, des raisons qui ne sont pas uniquement utilitaires. Et notamment, on l'oublie souvent, mais vous aviez des gens qui voyageaient pour des pèlerinages. Surtout à partir de l'époque chrétienne, vous avez des riches romaines qui sont christianisées, après l'époque donc de Constantin, on est au IVe siècle après Jésus-Christ, IIIe siècle, IVe siècle après Jésus-Christ. Vous avez des gens qui voyagent pour aller retrouver les grands sites où le Christ a été censé se déplacer. Donc on va voir Bethléem, on va voir les monts des Oliviers, etc. Et on a tout un voyage qui se met en place avec un accueil particulier, c'est-à-dire des auberges qui sont dédiées à ce genre de clientèle, si je puis employer ce terme. On a des guides aussi qui sont là et qui vous font visiter des lieux sacrés, etc. Donc, on a ce pèlerinage. Sainte Paule, par exemple, vous trouverez ça dans les textes de Saint Jérôme. Sainte Paule a entrepris tout un énorme tour depuis Rome jusque vers la Grèce, puis vers ce qui est aujourd'hui la Palestine, la Judée, etc. Donc toutes ces provinces romaines, qui sont donc les sites sacrés que nous connaissons aujourd'hui en Israël et à côté. Et donc on a ce voyage qui est entrepris.
Et puis, vous avez aussi des voyages qui sont entrepris pour des raisons scientifiques. Ainsi, vous avez des voyageurs qu'on pourrait presque appeler des explorateurs aujourd'hui. Et ça remonte à très loin, parce qu'il y avait un besoin de retrouver, de reconnaître des voies commerciales nouvelles. Par exemple, dès les Carthaginois du 5e siècle avant Jésus-Christ, vous avez des gens comme Anon, le Carthaginois, ou d'autres, Sastrapès par exemple, qui vont parcourir le monde et qui vont essayer de trouver de nouvelles routes pour créer des voies commerciales vers ce que nous appelons aujourd'hui la Chine ou Ceylan, et dont on savait qu'elles existaient déjà, dont on savait qu'elles avaient des matières commerciales qu'on pouvait commercer, et qui allaient apporter beaucoup de richesses. La soie, par exemple, bien, si on pense à l'Afrique, l'or, l'ivoire, toutes ces matières premières, si vous voulez, qui étaient de grand prix et qui pouvaient amener beaucoup de richesses. Donc on pouvait ainsi se déplacer pour chercher ces voies nouvelles. On pouvait aussi se déplacer pour des raisons purement scientifiques. Des gens comme Pline, par exemple, vont essayer de voyager pour aller vérifier de leurs yeux certaines manifestations dont ils avaient entendu parler, des manifestations scientifiques, les geysers, dont il a entendu parler, ils voudraient voir ce que c'est pour comprendre, pour le décrire d'une manière scientifique. Donc vous avez cette démarche-là. Et enfin, je termine par ça, parce que c'est la chose la plus surprenante peut-être pour nous, on voyageait aussi pour le tourisme, purement pour le tourisme. Et vous avez, ainsi, on en parlera je crois un petit peu plus tard, vous avez des questions là-dessus, donc j'évoque ça que brièvement maintenant, mais vous aviez des gens qui voyageaient pour le tourisme et qui ainsi avaient la possibilité de se faire plaisir en allant voir des lieux qui étaient des lieux très connus, dont ils avaient entendu parler, dont ils avaient eu connaissance par les livres, par leur lecture. Ce sont des gens d'un certain niveau qui voyagent pour le tourisme. Donc on a là ce moyen-là aussi. Donc si vous voulez, effectivement, on voyageait pour presque les mêmes raisons que nous. Puis je n'ai pas évoqué, bien sûr, puisque c'est le cadre de votre exposition, mais on voyageait aussi beaucoup pour la guerre, se déplacer pour des raisons moins drôles, moins sympathiques que le pèlerinage ou le tourisme, mais on voyageait beaucoup pour la guerre, et ça, c'était l'apanage des soldats et des marins. Bricus Maximus, du coup, est originaire de Lugdunum dans notre histoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Gérard Coulon qui a écrit, du coup, l'histoire de Bricus Maximus. Et il a stationné dans la province de Bretagne à Londinium, il s'est déplacé en Germanie, enfin, il a découvert énormément de provinces, effectivement. Et vous parlez de voyages d'agrément touristique. Est-ce que c'était uniquement réservé aux plus riches? Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner de voyages justement touristiques, quelque chose d'un peu moins connu, je pense, du coup? Oui, alors on peut aborder ce sujet puisqu'on vient de l'ouvrir avec la présentation. Alors, le voyage touristique, c'est-à-dire le voyage qui n'a qu'un but hédoniste, si je puis dire, un but de connaissance, un but de récréation, il est l'apanage des couches sociales les plus aisées. Les pauvres, les gens des classes sociales pauvres, voire défavorisées, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être les classes moyennes inférieures, pour rentrer dans ces typologies un peu sèches, eh bien, n'avaient bien évidemment pas les moyens et surtout pas le temps. Ces malheureux devaient gagner leur vie, devaient s'en sortir, si je puis dire, et ils n'avaient pas beaucoup la possibilité de prendre le temps du voyage. Aujourd'hui, nous le savons tous, nous prenons un avion et nous pouvons aller faire du tourisme et passer une semaine et revenir. Dans l'Antiquité, les moyens de locomotion étaient beaucoup plus lents, beaucoup plus lourds à mettre en œuvre, beaucoup plus difficiles à trouver. On parlait tout à l'heure avec la navigation. Du coup, partir en voyage, c'était partir 6 mois, 7 mois, 8 mois. On ne partait pas pour une semaine et on revenait, ou alors on était allé voir un petit site autour de chez soi. Donc c'était l'apanage de classes aisées qui avaient les moyens, si vous voulez, de mettre ça en place et de pouvoir voyager pour le plaisir. Alors, vous me demandez des exemples. Oui, on en a beaucoup à tous les niveaux. Alors, prenons déjà quelqu'un d'un très haut niveau, qui est au niveau impérial, Germanicus, par exemple. Germanicus, à l'époque de Tibère, donc vous voyez, on est au Empire, dans les premiers siècles de notre ère. Germanicus était quelqu'un de très cultivé,
comme beaucoup de gens de sa classe sociale, et il était extrêmement intéressé par ce que nous appellerions aujourd'hui le goût de l'antique. Il aimait vraiment voir des antiquités. Or, quand vous êtes romain, l'Antiquité, c'est pas comme pour nous le Colisée, ou c'est des bâtiments de son époque. Pour lui, les antiquités, c'est la Grèce du 5e siècle, avant Jésus-Christ, la Grèce archaïque, que nous appelons archaïque, ou l'Égypte. Et il était vraiment fasciné par l'Égypte, et il avait imaginé, lors d'un de ses voyages, il avait été envoyé en mission en Égypte, puisque Rome était bien sûr présente sur ces terres. Et il avait imaginé une fausse mission. On le sait parce que Tacite nous raconte toute cette histoire. Et Tacite nous raconte cette fausse mission. Germanicus imagine donner, comment dirais-je, imagine se donner le rôle d'aller vérifier les greniers à blé qui se trouvent en Égypte le long du Nil. Et en fait, c'est tout à fait un prétexte, puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller visiter les sites qui se trouvent effectivement le long du Nil, mais qui sont des sites classiques, des sites antiques, des sites égyptiens. Et donc, il va aller exactement, quand vous prenez le parcours de Germanicus en Égypte, c'est exactement le parcours que nous faisons. Quand je dis nous, c'est ceux d'entre nous qui ont visité, c'est-à-dire on commence par Alexandrie, où on va voir Alexandrie, on va voir un peu les choses, et puis on va à Canope, et puis il va monter voir les pyramides, et puis il va continuer sur le Nil pour aller voir les colosses de même nom, et puis il va continuer pour aller jusqu'à, comme ça, en visitant les sites, Thèbes, etc. Il va aller jusqu'à l'île Éléphantine et voir les temples qui se trouvent sur l'île Éléphantine, etc. Alors, il ne va pas remonter au-delà de la deuxième cataracte, parce que c'était trop compliqué à cette époque. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus facilement, mais à cette époque, c'était beaucoup plus compliqué, et donc il n'arrivait pas à remonter. Il avait déjà pris énormément de temps, et il va ainsi visiter les temples. Alors, contrairement à nous, et ça aurait bien arrangé Champollion, eh bien, figurez-vous, dans son voyage, il va rencontrer un très vieux prêtre qui est encore capable de lire les hiéroglyphes. Et donc, les hiéroglyphes qu'il voit et qu'il ne peut pas lire, puisque, évidemment, il n'a pas cette science-là, il va se les faire expliquer par un vieux prêtre qui va lui lire les hiéroglyphes, comme aujourd'hui, un savant est capable de vous lire une épigraphie grecque ou latine, alors que le commun des mortels n'est pas capable de la lire. Eh bien, le vieux prêtre va lui signiler l'épigraphie égyptienne et décrypter les hiéroglyphes. Et il est très impressionné parce que lui ne voit que des signes. Et là, tout de suite apparaît un monde qui est celui des anciens pharaons. On a donc toute une traduction. Et c'est extrêmement touchant de se dire que, finalement, à l'époque romaine, c'était il y a 2000 ans, vous aviez encore des prêtres qui avaient gardé cette tradition de la lecture des hiéroglyphes, qui vont être perdus, parce que, eh bien, après le monde romain, comme vous le savez, on passe dans ce que les savants ont appelé les âges sombres, des âges donc qui ne sont pas si sombres que ça, mais pour lesquels on n'a pas beaucoup d'informations, et pour lesquels on n'a pas de texte, et où il va y avoir une coupure très forte avec la culture classique. Et donc, on va perdre la lecture de ces hiéroglyphes, et vous connaissez l'histoire comme moi, c'est Champollion avec la pierre de Rosette qui aura la capacité de les retrouver. Mais à l'époque de Tacite, à l'époque donc de Germanicus, on était capable encore, pour certains savants, de lire les hiéroglyphes directement. C'est une belle histoire, je trouve. Voilà un exemple, si vous voulez, de tourisme de haut niveau, on va dire. Vous aviez un autre tourisme qui était là aussi le fait de gens aisés, mais qui pouvait être beaucoup plus simple. Et notamment, parmi tous les exemples que je pourrais vous donner, je pourrais vous parler de Rutilius Namatianus, qui est un personnage qui était en poste à Rome. C'était un haut fonctionnaire. Et il est en poste à Rome et on va lui demander de rejoindre notre poste, très certainement en Gaule. Et il a devant lui plusieurs mois, il a des moyens. Et il va donc quitter Rome à regret, parce que c'était un poste qui le passionnait, et il va écrire un livre sur son retour. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Sur son retour », parce qu'il raconte une partie des péripéties qui le ramènent depuis Rome jusque vers la Gaule,
on n'a pas le livre qui termine l'arrivée jusqu'en Gaule, mais c'est un livre qui nous amène à voir comment eh bien, il loue un bateau avec des rameurs. Il achète, il est avec un ami, et très certainement, ils achètent des vivres, et les pêcheurs qu'ils ont loués pour cet usage vont les amener soit à la voile, soit à force de rame, depuis l'embouchure du Tibre, hein, donc depuis le port de Rome, Ostie, et puis ainsi, ils vont faire des petites étapes, et ils avancent, si certains d'entre vous naviguent, ils avancent de quelques milles pour aller, comme ça, suivre la côte tyrrhénienne et la côte ligure, hein, pour retrouver la Gaule. Et ils vont ainsi, et Rutilius Natamiamus nous donne des informations passionnantes, parce qu'il nous dit que, eh bien, ils s'arrêtent et ils vont visiter des antiquités, c'est-à-dire lui navigue vers le IVe siècle, donc il parle d'antiquités qui ont déjà 400-500 ans, hein, puisqu'il va retrouver des monuments qui sont de l'époque impériale, voire de l'époque républicaine, romaine, donc 400-500 ans avant. C'est un peu comme aujourd'hui quand nous allons visiter des églises romanes, hein, elles ont 1000 ans, on n'est pas dans les 2000 ans de Rome, mais on est dans des églises qui ont 1000 ans ou qui ont 500 ans, et elles nous intéressent aussi. Et donc, il nous raconte ça. On a plein d'informations, par exemple que sur certains sites connus, il y avait des guides qui attendaient le client, qui attendaient le personnage qui allait venir et qui allait poser des questions. Donc, on pose des questions, on a les réponses. Et puis, il s'intéresse aussi à la météo. Et il nous dit que les marins les prévenaient que demain, il ne faudrait pas partir parce que le ciel a commencé à rosir dans l'ouest et que ça signifie qu'il y aura du vent. Donc, le lendemain, on reste sagement à terre et on va se promener sans prendre le bateau parce qu'on risque d'avoir des ennuis. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais effectivement, on ne va pas assommer tout le monde. Mais c'est vrai que voilà un autre exemple, si vous voulez, de tourisme d'un autre niveau. Merci beaucoup. J'en profite pour rebondir sur un sujet aussi de déplacement. Nous avons donc ici une belle illustration d'un illustrateur qui s'appelle Théo Choup, qui a contribué à l'exposition. Et en fait, Bricus Maximus a une compagne qui s'appelle Métella et qui va aussi se déplacer pour un déplacement curatif dans un sanctuaire guérisseur, un Genainville, donc dans le Val d'Oise. Et du coup, voilà, c'est aussi une raison du voyage également qui est évoquée dans l'exposition. Alors, j'avais une autre question à vous poser sur les modes de déplacement. Quels étaient les modes de déplacement privilégiés pour voyager à cette époque? Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur ce sujet, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, on pourrait penser que le déplacement par voie de terre est le plus facile, le plus accepté. En fait, ce n'était pas vraiment ça. Parce qu'il y avait certes un réseau viaire mis en place par Rome, mais les voies qui étaient les plus facilement carrossables, celles qui étaient surveillées, celles qui étaient entretenues, étaient peu nombreuses, et elles répondaient toujours à des raisons stratégiques. Vous aviez les grandes vias, hein, la Via Appia, la Via Flaminia, la Via Domitia, hein, pour le sud de la France. Ça, ce sont des voies qui sont bien entretenues, qui sont effectivement suivies, souvent protégées, avec la possibilité de se restaurer dans des mauvaises auberges, la plupart du temps où on était très mal accueillis, mais on a cette possibilité-là. On a, dans la belle exposition que vous avez faite sur Bricus, vous avez des indications, hein, qui étaient sur les voies. Vous aviez la possibilité d'avoir des panneaux indicateurs, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'était pas des panneaux comme aujourd'hui avec le nom de la ville et le nombre de kilomètres, mais vous aviez le nom des stations, c'est-à-dire le nom des villes que l'on allait traverser. On avait des cartes aussi, la table de Peutinger par exemple en est une bonne. On avait des objets qui rappelaient le voyage. Pensez au gobelet de Vicarello, par exemple. Vous avez le nom des voies avec les stations principales, les villes principales et le nombre de, j'allais dire de kilomètres, non bien sûr, le nombre de pas qui existaient entre les voies. Mais c'était des objets que l'on n'emportait pas avec soi. Vous imaginez bien qu'on n'avait pas avec soi des cartes extrêmement précieuses ou avec soi des gobelets ou des objets de ce genre. Donc, la plupart du temps, on voyageait sur ces voies-là qui étaient bien entretenues et on avait des informations. Mais souvent,
on n'avait pas ces voies à emprunter, parce qu'elles ne faisaient qu'un seul tronçon. Or, si vous ne vouliez pas aller de Lyon à Arles, par exemple, où là, il y avait une voie qui est bien entretenue, si vous vouliez aller vers Grenoble, ou si vous vouliez aller de l'autre côté vers Saint-Étienne, vous n'aviez pas ces grandes voies. Donc, vous aviez des voies qui, elles, étaient des voies stabilisées, hein, en terre, donc stabilisées, qui se creusaient d'ornières très rapidement, qui devenaient des fondrières très vite dès que vous aviez des pluies battantes et autres, qui n'étaient pas surveillées, et donc qui étaient infestées par des brigands. Et donc, voyager était très compliqué. Si vous étiez riche, vous aviez la possibilité d'avoir une escorte avec vous, et puis vous pouviez loger chez vos amis, ou en tout cas chez d'autres personnes riches qui allaient vous accueillir au titre de l'hospitalité. Mais si vous étiez pauvre et que vous voyagez, non pas pour le tourisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que vous y étiez obligé, hein, pour votre travail par exemple ou autre, eh bien là, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Donc, curieusement, le voyage qui vous permet d'aller loin et d'atteindre le plus loin possible d'autres parties de la Méditerranée, c'est le voyage en bateau. Et le voyage en bateau, là, pour le coup, c'était beaucoup plus rapide, parce qu'on a calculé que si l'on partait, mettons d'Arles, je prends Arles, bon, évidemment, c'est la ville où j'ai travaillé, mais si vous partiez d'Arles par la route et que vous alliez jusqu'à Rome, vous pouviez facilement mettre plusieurs mois, si vous n'aviez pas de chance, etc. Alors qu'en bateau, en 3-4 jours, vous étiez à destination. C'est complètement différent. Donc, on emploie le bateau comme moyen privilégié. Donc, si vous voulez, on peut parler avec plaisir. de la manière dont on était accueillis à bord. Hein. C'est, j'imagine, la question que vous souhaitez poser après. Alors, les bateaux, il ne faut pas imaginer non plus que c'était une passion de plaisir. Ce n'est pas la croisière s'amuse, hein, comme on a pu le voir dans certaines émissions télévisées. On n'a pas de bateaux de passagers. Ça n'existe pas. On a uniquement des bateaux de commerce qui prennent des passagers, mais qui ne sont pas faits pour accueillir des passagers. Donc, lorsque vous souhaitez voyager, eh bien, il faut vous rendre dans des ports. Hein. Alors là, on a la déesse Néalemia qui protégeait les voyageurs. Hein. Donc, vous allez vous rendre dans un port, et là, vous allez négocier avec les bateaux de commerce qui sont à quai, vous allez négocier votre passage. Donc, vous allez leur demander où ils vont, et il faut attendre que le bateau vous amène là où vous souhaitez aller. Donc, si vous êtes sur le port de Narbonne, par exemple, ou si vous êtes sur d'autres ports, hein, à Nice, hein, puisqu'il y avait un port à Nice, eh bien, vous allez enquêter auprès des bateaux qui sont là et dire lequel va à Rome, ou lequel va en Grèce, ou lequel va jusqu'en Asie mineure. Et à ce moment-là, soit vous avez la chance d'avoir un bateau et vous allez pouvoir embarquer, soit il n'y en a pas, et vous avez plusieurs possibilités, eh bien attendre qu'un bateau parte dans la bonne direction, soit faire ce que l'on appelle des voyages segmentés. C'est-à-dire que vous allez prendre un bateau qui, de Nice, va vous amener jusqu'à Gênes. J'emploie les termes d'aujourd'hui, hein, pour ne pas vous assommer avec les noms latins, bien évidemment. Donc, vous partez de Nice, vous allez à Gênes, et puis de Gênes, vous allez avoir un bateau qui va vous amener en Corse, et puis de Corse, vous allez avoir un bateau qui va vous amener à Rome. Voilà, vous allez faire un voyage segmenté, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un voyage direct. Donc, vous négociez votre voyage, ça va être très peu cher. Très peu cher. Ça représenterait aujourd'hui un voyage depuis les côtes provençales jusque vers Rome, ça représenterait quelques dizaines d'euros. Donc, très très peu cher. Mais vous n'aviez pas grand-chose. C'est-à-dire que par contrat, l'armateur vous devez le passage à bord, bien évidemment, de l'eau et un espace qui se limite à environ 1 mètre carré. Et c'est tout. Donc vous devez amener vos vivres, vous devez amener votre literie, vous devez amener, la plupart du temps, on était posté sur le pont, vous devez amener des prélards, donc des couvertures, si vous préférez, des toiles qui vont vous protéger des embruns. Et souvent, on ne vous cuisait pas vos aliments. C'est-à-dire qu'on vous prêtait
l'endroit, hein, l'endroit du four, si vous voulez, avec des briques réfractaires, avec souvent c'était des jarres qui étaient coupées en deux, hein, dans lesquelles on faisait du feu, mais vous deviez amener votre combustible. Donc vous voyez, vous ne payez pas cher, mais en fait, vous amenez tout. Et vous vous débrouillez à bord, il n'y a pas de problème. On a des relations tout à fait savoureuses, notamment un évêque que j'adore, qui est un évêque de Cyrénaïque, qui va décrire, si vous voulez, son voyage, et qui va nous dire qu'ils ont été bien contents d'avoir un bout de toile qui séparait le quartier des hommes du quartier des femmes. Pour un évêque, c'était important en plus, hein, de ne pas regarder les jeunes dames. Donc, on a si vous voulez, cette limite toute symbolique, mais c'est tout. On est sur le pont. Parfois, on est à l'intérieur du bateau, mais d'après les textes, c'est pire. Parce que là, vous êtes coincé au milieu de la cargaison, une cargaison de salaison, ou une cargaison d'huile, une cargaison de vin, avec les odeurs qui vont avec l'eau de la sentine, hein, c'est-à-dire toutes ces eaux qui sont récupérées au fond du bateau, qui sont pompées de temps en temps, mais qui drainent les odeurs que vous pouvez imaginer. Et ça, c'est le moyen absolument sûr d'attraper le mal de mer le plus terrible que vous puissiez avoir. On a d'ailleurs des gens qui sont fort riches, hein, par exemple Sénèque, qui était un philosophe, comme vous le savez, qui était un personnage important, qui avait de l'argent, et qui a été contraint d'embarquer, parce que justement le passage à terre ne se faisait pas, il était contraint d'embarquer. Il a été tellement malade, alors qu'il avait de l'argent, qu'il avait donc pu certainement s'offrir un espace plus grand que les autres et être à l'air libre, mais il était tellement malade que, arrivé à sa destination, je crois que c'était Rome, pardonnez-moi si je me trompe, je crois que c'est Rome, le bateau étant calminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vent, et le bateau ballotte comme ça sans pouvoir avancer, il n'y avait pas de moteur évidemment à l'époque, donc le bateau ballotte là, et le pauvre philosophe a été tellement malade en toute la traversée qu'il ne peut pas supporter l'idée de rester pendant peut-être des jours avec le port à quelques encablures, hein, quelques centaines de mètres, qu'il saute à l'eau avec sa toge pour nager jusqu'à la terre et surtout ne plus rester dans cet endroit où il a été malheureux et malade pendant des jours et des jours. Voilà donc les conditions qui n'étaient pas vraiment formidables, mais qui vous permettaient d'aller vite et de trouver. Si vous n'aviez pas eu de problème, bien sûr. Et justement, c'est aussi une des questions que je me posais. Vous voyagez, c'est toujours synonyme d'aventure. Vous en avez un petit peu parlé, parfois heureuse, parfois malheureuse. Donc, pourriez-vous revenir un instant sur les dangers du voyage? Est-ce qu'il y avait aussi des superstitions, des croyances, et au contraire, des plaisirs? Est-ce qu'on a des témoignages qui nous parlent de tous les plaisirs qu'on pouvait ressentir quand on voyageait? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais vos questions viennent à point, parce qu'effectivement, le voyage est long, est court, pardon, par rapport à la distance terrestre, il est très peu confortable, mais il peut être dangereux. Alors, dans l'Antiquité, on avait à la fois une peur des dangers réels et des dangers imaginaires. Donc, les dangers réels, commençons par les dangers réels. Tout d'abord, premièrement, c'était les tempêtes, c'était les conditions de navigation, hein, elles sont évidentes. À l'époque, si jamais vous avez des questions après sur la navigation, on reviendra là-dessus, mais à l'époque, on ne se déplace pas comme on veut. Hein, on est tributaire du vent, on est tributaire des courants, on est tributaire des caps, etc. Il faut tracer sa route comme on peut au milieu de tout ça. Donc, le danger majeur, c'est le danger de la tempête. Parce que les prévisions météorologiques ne sont pas aussi fiables, évidemment, qu'aujourd'hui. On a, par empirisme, par pragmatisme, des marins qui savent se débrouiller, mais qui ne peuvent pas voir la météo à plusieurs jours. Ils voient la météo du lendemain parce que la couleur du ciel, parce que ce genre de choses, mais ils ne peuvent pas prévoir la météo, le temps météorologique qu'il va faire dans 4-5 jours. Or, vous aviez certaines traversées. Si vous partiez comme le pauvre Ovide, par exemple, qui a été relégué par l'empereur depuis Rome
jusqu'à ce qui est la Roumanie d'aujourd'hui. Vous voyez, donc il a fallu traverser toute la Méditerranée, remonter la mer Noire, pour arriver dans son lieu d'exil, de relégation. Bon, eh bien, sur un trajet aussi long, vous allez, si vous n'avez pas de chance, rencontrer des tempêtes. Donc la tempête est vraiment quelque chose de terrible, parce qu'on ne peut pas le prévoir, et parce qu'on a des moyens de se défendre, les moyens du bateau, mais à un moment, la tempête est la plus forte. Donc on risque fort de disparaître en mer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh ben, il peut être pire, c'est le calme. C'est-à-dire que vous êtes parti pour une navigation, vous avez de l'eau et des vivres pour 10 jours, eh bien, vous pouvez, surtout en Méditerranée, à nouveau, je fais appel à ceux d'entre vous qui font de la navigation de plaisance, puisqu'il y a du plaisir désormais pour nous aujourd'hui, mais si vous partez en mer et que vous vous trouvez entre le continent et la Corse, par exemple, pour parler de nos eaux, eh bien, vous pouvez avoir des calmes en été qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines, avec un peu quelques brises, et puis ça tombe à la nuit, et puis vous n'avez plus rien. Et ainsi, vous vous trouvez aujourd'hui, bon, on met un coup de moteur, hein, les marins appellent ça la brise diesel, et puis on arrive là où on veut. À l'époque, ben, vous étiez coincé. Et si vous étiez coincé, vous alliez rapidement manquer d'eau, rapidement manquer de vivres. Et ça pouvait être un vrai problème. À telle enseigne que des gens comme Pline, on a parlé de Pline, hein, ce savant qui essayait de connaître beaucoup de choses, Pline va, dans un de ses textes, essayer de donner les moyens aux navigateurs de fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Parce qu'on a parfaitement compris que quand on boit de l'eau de mer, tout le monde a essayé, on tombe malade très très vite. Eh bien, Pline va dire il y a la possibilité d'avoir de l'eau douce en étendant des toisons de moutons pour recueillir la rosée, et avec des peignes spéciaux, on va peigner les toisons de moutons pour essayer de récupérer cette rosée et avoir un peu d'eau pour s'en sortir. Donc vous voyez, la question taraudée, la question était véritablement très compliquée si vous vous trouviez coincé par ce qu'on appelle aujourd'hui une calmasse. Voilà, ça c'est aussi un danger parfaitement réel. Et puis le danger majeur, surtout à la fin de la République, c'est le danger de la piraterie. Les pirates, qui étaient véritablement le danger que tout le monde craignait, on est avec des pirates qui ont toujours existé, hein, depuis l'Antiquité la plus ancienne. Dès qu'il y a eu un homme qui est allé sur l'eau avec un tronc d'arbre et une richesse, vous avez un autre homme qui est allé sur l'eau avec un tronc d'arbre en voulant lui récupérer la richesse. Ça, c'est clair, c'est dans la nature humaine. Simplement, cette piraterie, pendant très longtemps, elle s'est faite d'une manière, si j'ose dire, limitée. On pourrait parler de pirates artisanaux, si vous me permettez ce terme, c'est-à-dire des gens qui vont récupérer un bateau, qui vont voler le bateau d'un pêcheur, par exemple, qui vont l'aménager, et puis qui vont aller faire leur coup, et qui vont revenir. Ça existe, mais disons, il faut avoir de la malchance pour tomber sur eux. En revanche, à partir de la fin de la République romaine, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, vous avez une piraterie qui va se mettre en place, et qui est une piraterie d'État. Ça, c'est complètement différent. Vous avez des États qui deviennent des États pirates, notamment sur les côtes ligures, hein, dans la région de ce qui est aujourd'hui Monaco. Vous voyez, cette côte ligure, vous aviez un État pirate. Vous aviez, du côté de ce qui est aujourd'hui la Croatie, hein, donc sur les côtes dalmates, donc en mer donc Adriatique, vous aviez un État pirate, vraiment très puissant, avec une reine qui était tellement puissante qu'elle a envoyé des ambassadeurs à Rome, vous vous rendez compte, et qu'elle a négocié avec Rome, parce que, justement, ils étaient suffisamment puissants pour pouvoir discuter d'égal à égal avec Rome. Vous avez, enfin, je vous les nomme pas tous, hein, ça vous assommerait, mais vous avez enfin des pirates qui occupaient la région que nous appelons aujourd'hui la Cilicie. Hein, la Cilicie, c'est en Turquie,
Et c'est la région de Turquie qui se trouve pas très loin de la Syrie, vous voyez, dans la fin de la Turquie. Et là, vous avez un paysage absolument admirable aujourd'hui, qu'on parcourt avec grand plaisir. Vous avez des montagnes qui descendent dans l'eau, comme cela, avec une plaine littorale extrêmement mince. Mais les gens qui habitaient là, eh bien, n'avaient pas de moyens de subsistance, parce qu'ils avaient une plaine littorale qui était extrêmement fine, pas beaucoup de possibilités d'avoir des revenus agricoles, beaucoup de bois, donc on pouvait faire des bateaux. Beaucoup de populations qui étaient très endurcies, très costauds, des gens durs au mal, mais qui avaient peu de moyens. Et qu'est-ce qu'il y avait devant eux? Il disait exactement, la phrase est de Plutarque. Plutarque disait, ils voyaient passer sous leur balcon, de manière imagée, hein, ils voyaient passer sous leur balcon toutes les richesses en mer. Et c'était tout ce commerce qui allait depuis ce que nous appellerions aujourd'hui le Liban, la Syrie, Chypre, la Grèce, l'Italie, la Gaule. Donc il y avait tous ces échanges commerciaux qui se passaient entre ces régions riches et qui amenaient des centaines de cargos, hein, de bateaux de commerce, juste sous leur nez. Et à un moment, eh bien, ces pirates vont s'organiser, et vont s'organiser de telle manière qu'ils vont devenir aussi puissants que Rome. Ils vont devenir aussi puissants que Rome parce qu'ils ont des villes qui sont peuplées que de pirates, avec une organisation absolument parfaite, une organisation sociale parfaite. Vous aviez des responsables politiques, hein, donc des chefs, mais vous aviez aussi des gens riches, ceux qui avaient déjà gagné de l'argent avec la piraterie, qui devenaient des investisseurs. Donc ils allaient mettre de l'argent, c'était des capitalistes en quelque sorte, qui allaient mettre de l'argent pour construire des bateaux, pour équiper des équipages, pour équiper des marins, et pour aller récupérer les richesses qui passaient sous leur nez. Ils avaient investi. Vous aviez même, ça va vous sembler incroyable, une sorte de sécurité sociale. J'emploie ce terme hein, parce qu'il nous parle à tous. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas tomber les vieillards ou ceux qui avaient eu des problèmes. Et il y avait la possibilité d'avoir une part, modeste certes, mais une part, de ce que les jeunes en forme ramenaient avec leur bateau, qui allait être distribué aux gens qui ne pouvaient plus servir, mais qui avaient servi dans leur jeunesse, ou qui pouvaient encore servir. On sait par exemple que les vieillards étaient utilisés comme guetteurs. Donc ils étaient postés sur des promontoires, et ils envoyaient des signaux quand ils avaient vu de loin qu'un bateau arrivait. Donc ils pouvaient ainsi informer, et on pouvait sortir. On avait aussi toute une organisation sociale pour qu'on puisse, au moment où il n'y avait pas de prise vivrière, c'est-à-dire des prises qui allaient vous amener de l'huile, du blé, des salaisons par exemple, hein, puisqu'on rançonnait les bateaux avec des produits qui étaient consommables, eh bien à ce moment-là, vous aviez des gens qui étaient chargés de produire dans une économie de subsistance, hein, vraiment une économie où on allait juste passer le moment où on allait pouvoir de nouveau récupérer des bateaux chargés de vivres. Eh bien, on avait la possibilité les quelques champs que l'on pouvait mettre en culture étaient cultivés pour pouvoir faire la soudure, hein, comme on dirait aujourd'hui, entre le moment où on avait fait une prise intéressante et le moment où on allait faire une prise intéressante. Et ainsi, toute cette société fonctionnait et chacun trouvait sa place. Et ces gens-là, si je suis trop long, vous m'interrompez, hein, n'hésitez pas. Hein. Ces gens-là, si vous voulez, ont commencé à mettre la Méditerranée à feu et à sang. Et ils vont se retrouver à un moment, là aussi c'est Plutarque qui nous donne l'information, ils vont se retrouver avec plus de 250 bateaux. 250 bateaux qui vont être armés par des hommes totalement déterminés, qui sont de vrais guerriers et dont c'est le moyen de subsistance.
Et ils vont les envoyer vers quoi? Eh bien, vers des bateaux qui sont des bateaux de commerce. Donc des bateaux qui sont montés par des marins moins nombreux. Un bateau pirate, vous avez 200 bonhommes à l'intérieur. Un bateau de commerce, vous avez 50 marins, plus des passagers, dont on a parlé tout à l'heure, qui vomissent, qui sont malades, qui ont peur de tout, évidemment, et qui ne vont pas être utiles à grand-chose. Et à ce moment-là, les pirates ont des bateaux qui ont été dessinés spécialement pour la course, c'est-à-dire des bateaux qui sont capables d'aller vite, qui sont capables d'évoluer rapidement. Leurs voiles sont, ma collègue qui étudie les voiles le sait mieux que moi, ils ont des voiles qui sont capables d'être manœuvrées pour pouvoir remonter au vent, pour pouvoir aller rapidement à tel endroit, etc. Et donc on a des bateaux tout petits qui vont attaquer des bateaux très gros, mais sur les bateaux petits, vous avez des gens qui sont très déterminés, très entraînés, très rapides, et sur les gros bateaux, vous avez des gens qui ne sont pas du tout entraînés et qui vont lentement. C'est exactement, et vous l'avez tous compris parce que vous l'avez en tête, c'est exactement ce que l'on a connu il y a quelques années, quand vous aviez les pirates somaliens qui attaquaient les tankers. Donc vous aviez des bateaux de 200 mètres de long qui étaient attaqués par des bateaux de 7-8 mètres de long, mais avec des moteurs extrêmement rapides, avec des gens déterminés, armés, qui... Pourquoi est-ce qu'ils faisaient de la piraterie? Parce que c'était comme à l'époque romaine. Ils n'ont pas beaucoup à manger chez eux. Ils ont pas... Alors attention, ce n'est pas des positions politiques. J'essaye de vous expliquer simplement en faisant un parallèle. Je n'approuve en aucun cas la piraterie somalienne, vous vous en doutez. Mais je veux dire, voilà des gens qui n'avaient pas beaucoup à manger chez eux et qui voyaient passer des tankers valant des milliards et qui les ont attaqués. C'est le même principe. Et Rome s'est retrouvée dans une situation catastrophique parce que ces pirates n'attaquaient pas seulement un bateau de temps en temps, ils attaquaient des lignes entières de bateaux. Et quelles sont les lignes entières de bateaux qui étaient attaquées, qui allaient depuis les greniers à blé de Rome, en Afrique, dans ce qui est le Liban aujourd'hui, pour aller vers Rome? C'est les bateaux de blé. Et le blé avait une importance stratégique à cette époque, autant que le pétrole pour nous. Donc si vous coupez les lignes de blé, ça vous met par terre toute une société, comme si aujourd'hui, brutalement, nous n'avions plus une goutte de pétrole nulle part. Nous l'avons vécu avec la guerre en Ukraine. Vous voyez les problèmes que posent immédiatement des approvisionnements qui sont différents. Donc, à l'époque de Pompée, à l'époque de la République, à un moment, les cargos de blé n'arrivent plus jusqu'à Rome. Et Rome se retrouve avec des émeutes. Les émeutes de la faim. C'est-à-dire que le peuple n'a plus le blé à bas prix, qui permet de calmer toute la société des gens pauvres. Eh bien, là, ils n'ont plus rien à manger et ils vont commencer à se rebeller. Et Rome va devoir mettre en place toute une stratégie qui est celle, notamment, d'avoir envoyé le général Pompée, Pompée le Grand, Pompée qui était un homme lumineux d'intelligence, et qui va, lui, comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'aller poursuivre les pirates constamment, parce que les bateaux romains sont beaucoup moins efficaces que les bateaux pirates. Et lui va faire quelque chose de génial, il va quadriller la Méditerranée en 13 zones, et dans toutes ces zones, il va mettre un général avec des légions, avec des bateaux. Et il dit, surtout, vous restez dans votre zone, et vous ne poursuivez pas les pirates au-delà, parce que nous allons nous fatiguer, et ça ne servira à rien, ils seront plus rapides que nous. En revanche, les pirates, lorsqu'ils passaient dans une zone à côté, la zone suivante, la zone des Baléares, ils passaient dans la zone Provence, par exemple, j'emploie à nouveau les termes d'aujourd'hui, eh bien, eux vont être en mer. Nous nous arrêtons. Or, à un moment, vous allez me dire, comment on peut repérer 50 bateaux, même 100 bateaux sur la Méditerranée? Mais c'est tout simplement parce qu'à cette époque, vous êtes obligé de passer à tel endroit et pas à tel endroit. Parce que c'est là qu'il y a les courants qui vous portent, parce que c'est là qu'il y a les vents qui vous portent, parce que c'est là qu'il y a les détroits que vous devez passer. Donc, immanquablement, si vous voulez aller d'un point à un autre, vous allez passer par là. Donc, on vous attend là. Et surtout, vous n'avez pas la possibilité de rester en mer pendant des mois et des mois. Ce n'est pas les bateaux du 19e siècle qui peuvent partir pendant 1 an à la pêche à la baleine.
C'est tout simplement parce que les vivres, eh bien, elles sont limitées et l'eau est limitée. Donc, vous êtes obligé d'aller d'Égade en Égade pour refaire de l'eau. Et c'est là que Pompée a été génial, c'est qu'il a mis le plus gros de ses troupes, non pas en mer, mais à terre, aux endroits où il savait que les pirates devaient venir se ravitailler, en eau principalement. Et les pirates arrivant dans tel port, dans telle zone, bon, eh bien, voyez que c'est déjà en main, que c'est déjà tenu par des légionnaires. Et ils ne peuvent pas faire la terre, comme on dit, ils ne peuvent pas aller faire de l'eau, et donc ils doivent repartir plus loin. Et avec ce système génial, eh bien, Pompée a contraint les pirates à se replier de plus en plus vers leur terre, vers la Cilicie, et il a eu une deuxième idée absolument géniale. Il a demandé à ce que tous les généraux responsables des 13 zones, les 13 quadrillages, si vous voulez, de la Méditerranée, ne mettent pas à mort les pirates. Or, quand vous étiez un pirate à cette époque, il n'y avait qu'une seule punition, la crucifixion, c'est-à-dire la manière la plus abominable. Je ne vous fais pas un dessin, on le sait tous, avec le Christ. La manière la plus abominable d'être mis à mort, c'était la crucifixion, et c'est pour ça qu'on punissait les pirates avec cette mort abominable. Eh bien, il demande à ce que l'on donne la pitié, enfin qu'on fasse merci, comme on disait au XVIIIe siècle, donc qu'on laisse les pirates, à condition qu'ils abandonnent leurs armes, qu'ils abandonnent leurs bateaux, etc. Et les pirates, au début, n'y croyaient pas. Et les généraux, nous avons des textes qui nous disent que les généraux de Pompée étaient furieux, parce qu'à leur époque, on attrapait 50 bonhommes, eh bien, ceux qui étaient en meilleur état, on les vendait immédiatement comme esclaves, ceux qui étaient en moins bon état, on les crucifiait. Et c'était fini. Là, il faut les laisser. C'était invraisemblable pour les généraux de Pompée. Or, lui avait compris que ces gens-là, si vous ne les, si vous ne les stabilisiez pas en leur donnant des moyens de vivre, eh bien, ils reviendraient à la piraterie un jour ou l'autre. Et ainsi, tous les pirates, peu à peu, ayant compris qu'ils auraient la pitié de Rome, eh bien, venaient vers Rome et on les accueillait, on leur donnait des moyens, certes modestes, mais on leur donnait des moyens de subsistance, et ainsi, ils ne retournaient pas à la piraterie. Et Pompée a réussi à éradiquer la piraterie la piraterie généralisée, entendons-nous, la piraterie d'État. Je ne vous parle pas des pirates individuels, eux, il y en a toujours eu, on en a encore aujourd'hui, mais ce ne sont pas des États. Donc c'était beaucoup plus facile, et à ce moment-là, Pompée a réussi, avec ses manières de voir qui sont très contemporaines presque, il a réussi à calmer les grands États pirates et à les priver de leur substance, et ainsi les pirates revenaient. Virgile, pour certains d'entre vous qui aiment Virgile, eh bien, Virgile fait allusion, dans les Géorgiques, il fait allusion à un moment à un pirate repenti comme ça, et il dit « ce vieil homme qui s'occupe de sa vigne, qui s'occupe, etc. » C'était un corcyréen, donc quelqu'un de Corfou, qui était un pirate avant, et maintenant, il s'occupe de sa vigne de manière paisible. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Pardon, j'étais un peu long, mais c'est vos questions qui m'ont amené à parler de ça. Vous avez parlé donc des craintes réelles. On a bien compris que les pirates. Est-ce qu'il y avait aussi des craintes irréelles pour le coup? Bien sûr. Est-ce qu'on jugeait des périodes néfastes pour la navigation ou pour d'autres voyages? Tout à fait, tout à fait. Vous avez entièrement raison. On est dans un monde où les dieux ont une part très forte. Donc, on est dans un monde où l'on va fantasmer beaucoup de choses. Si vous avez une tempête, c'est Éole qui souffle et qui fait sortir les vents. Si votre bateau se brise, c'est parce que Poséidon vous a sorti un rocher juste devant votre bateau, et puis etc., etc. Je vais vite parce que je veux donc vous aviez une espèce d'imagination qui a donné des textes admirables, des textes de mythologie. Toute la mythologie, c'est ça.
C'est ces peurs qu'on essaye d'exorciser par des textes que l'on va, par la poésie, par les chants, par les aèdes, hein, pour l'époque grecque, etc., qui chantent les malheurs d'Ulysse, hein, c'est ça, hein, on est confronté aux dieux à chaque instant. Donc, comment est-ce qu'on va se prémunir de cela? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen. C'est un moyen mental aussi. On ne peut pas se battre contre les dieux, on ne peut pas sortir des armes contre les dieux comme on va sortir des armes contre les pirates. Et donc, on va imaginer toutes sortes de ce que nous appellerions aujourd'hui des superstitions. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour se protéger de dangers imaginaires, on va avoir des protections, elles aussi, imaginaires. Et vous avez tout un catalogue de superstitions qui font que, par exemple, ne parlons que pour les bateaux, eh bien, quand vous montiez à bord d'un bateau, il fallait surtout faire attention que votre pied droit touche le bateau. Si votre pied gauche touchait le bateau en premier, c'était le pied sinistra, la gauche. Donc, vous aviez quelque chose qui était un mauvais présage. Donc, il fallait vraiment faire attention. Il fallait faire attention à ce que vous ne vous coupiez pas les cheveux, en aucun cas à bord. Si vous vous coupiez les cheveux ou si vous vous coupiez les ongles à bord, eh bien, ça veut dire que l'intégrité de votre corps, le corps qui est parti, il n'allait pas arriver entier à l'arrivée, puisque vous alliez perdre entre-temps les cheveux ou les ongles. Donc, les dieux seraient mécontents, parce que cela voulait dire que vous n'étiez pas le même à l'arrivée. Et donc, il fallait surtout faire attention à ça. Et on a, par exemple, je pense à Pétrone, hein, le Satyricon. Peut-être que vous vous souvenez, hein, certains d'entre vous, du texte du Satyricon. Bon, on a les passagers en colpe, bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Eh bien, à un moment, il y a un épisode où on va couper les cheveux de deux personnages, tout simplement pour les masquer, hein, pour essayer de les grimer afin qu'ils ne soient pas attrapés. Je ne rentre pas dans l'histoire, hein, mais vous vous en souvenez peut-être. Et quelqu'un voit la coupe de cheveux, et va aussitôt se plaindre auprès du capitaine en disant « Certains se sont coupés les cheveux à bord, ça va nous porter malheur ». Et on amène le malheureux en colbe, et le capitaine du bateau, Lycias, va demander qu'on le fouette et qu'on lui donne 50 coups de fouet afin que la divinité se comprenne que nous ne voulions pas l'offenser et que avec les coups de fouet, eh bien, le dieu qui pourrait être offensé par la coupe des cheveux se dise bon, ben, ça va, ok, je vais les laisser passer. Et vous avez comme ça toutes sortes de choses. On ne doit pas prononcer certains mots. Et si, à nouveau, certains d'entre vous font de la plaisance, ils savent que les marins d'aujourd'hui détestent qu'on prononce le mot lapin à bord. Si vous faites du bateau et que vous prononcez le mot lapin à bord, eh ben, même aujourd'hui, avec nos bateaux, avec nos moteurs, avec nos appareils nous permettant de voir la météo à 10 jours, avec nos routes électroniques, si vous porter malheur au bateau en prononçant le mot lapin, eh bien, vous aurez toujours quelqu'un qui va dire « Non, mais attends, tu rigoles, tu dis lapin, enfin, il ne faut pas, etc. » Aujourd'hui, alors, à l'époque de l'Antiquité, c'est pareil. Il y avait des mots qu'on ne pouvait pas prononcer. Il y avait des gestes qu'on ne devait pas faire. Il y avait... vous voyez, donc, on essayait de se garantir comme on pouvait de ces mots imaginaires. Là aussi, j'étais un peu long, mais c'était juste pour répondre de manière la plus rapide. J'avais une dernière question avant de passer aux questions de l'auditoire. Aujourd'hui, pour s'orienter, vous en avez un petit peu parlé d'ailleurs auparavant, on utilise le GPS, on utilise Google Maps, et sans ces outils, beaucoup d'entre nous sont perdus, il faut quand même le dire. Quels étaient les dispositifs à disposition des voyageurs pour s'orienter, notamment en mer? Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser justement pour se diriger? Alors, à terre, on l'a vu, hein, bon, à terre, c'est différent. On a des itinéraires avec qui vous rappellent le nombre de milles hein, qui existent entre deux villes, les bornes milliaires, tout simplement, des itinéraires qui pouvaient vous donner des informations, etc. Donc, je ne parle pas, parce que je crois que vous avez eu de très belles conférences sur les routes, donc je ne rentre pas dans ce sujet pour vous parler plutôt de la mer. Eh bien, en mer, vous n'avez rien. C'est-à-dire que les cartes et les premiers instruments astronomiques apparaissent à l'époque arabe. Donc on est au Moyen-Âge, si vous préférez. Mais pour l'époque de l'Antiquité,
vous n'avez aucun instrument, aucune carte possible. La seule possibilité, c'est le pragmatisme et l'empirisme des marins qui ont peu à peu, hein, on en a de beaux exemples avec Homère et bien sûr Ulysse, on sait que si l'on va suivre telle étoile, à telle période de l'année, eh bien, on peut à peu près arriver à tel endroit. L'étoile polaire, hein, qui était celle qui permettait de se repérer le mieux parce qu'elle est fixe, vous donnait un point qui fait que Minerve, quand elle offre un bateau ou la possibilité d'avoir un bateau à Ulysse, elle lui dit « tu garderas toujours l'étoile polaire sur ton œil gauche » parce que ça veut dire que comme ça, on est à peu près dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on a des vents qui sont des vents qui vont toujours dans la même direction à certaines périodes de l'année. Par exemple, en Grèce, vous avez les vents étésiens, qui sont des vents qu'on appelle aujourd'hui le Meltnem, qui fait que l'on a un vent comme le Mistral chez moi en Provence, hein, qui va du nord au sud, toujours dans la même direction. Donc on sait que si vous partez de Crète pour aller en Libye, hein, je parle sur un tronçon qui soit un petit peu long, eh bien, si vous prenez le vent qu'on appelait le vent du Nord, hein, l'Auster, ou le vent... bon, je ne vais pas rentrer dans le nom des vents, mais eh bien, vous savez que ce vent allait vous conduire obligatoirement sur les côtes africaines. Vous n'avez pas risqué de vous retrouver au Liban. Vous voyez, on a comme ça des possibilités. Ensuite, ces marins avaient un sens de la navigation, un sens marin que nous avons totalement perdu. Et le moindre petit élément pouvait leur donner des indications. On a des textes qui nous montrent que la couleur de l'eau va vous donner une information, que les algues qui flottent à la surface de l'eau vont vous donner une information, parce que ça veut dire que... et ainsi de suite, vous aviez la possibilité d'avoir l'accumulation de toutes ces petites informations qui, pour nous, ne valent plus rien dire, ou du moins que nous ne savons pas décrypter, et qui, pour quelqu'un qui était un professionnel de l'époque, sont capables de lui dire « je suis à peu près dans la bonne direction ». Alors, je vous ai dit qu'on n'avait aucun instrument. Si on a un instrument à bord des bateaux de l'Antiquité, c'est le sondeur. Alors, le sondeur, ce n'est pas quelque chose aussi précis qu'aujourd'hui, mais c'est un plomb, hein, un plomb, un peu de la valeur de ce verre. Donc un plomb avec donc un plomb en forme de cône avec un anneau. On attachait un cordage. Sur ce cordage, il y avait des nœuds. Et sous le plomb, il y avait une cavité. Et dans cette cavité, on mettait de la cire. Ce qui fait que quand on arrivait proche de l'endroit où l'on souhaitait arriver, où on souhaitait faire terre, eh bien, surtout si on était dans un parage malfamé, avec des difficultés prévisibles, etc., on pouvait envoyer le sondeur et on avait des informations. Alors, je vous parle quand on est arrivé près de terre, hein, bien sûr, pas au grand large. Quand il y a 200-300 mètres de fond, le sondeur ne sert à rien, mais même aujourd'hui. Mais quand on arrive dans des parages où on a 30 mètres, 25 mètres de fond, etc., il faut que l'on passe au bon endroit parce que sinon il y a des écueils, etc., on envoyait le sondeur. Les nœuds, vous les comptiez, donc vous saviez qu'il y avait tant de mètres, hein, bon, à l'époque antique, c'était des pieds, mais tant de mètres de profondeur. Et puis, en remontant le plomb, vous aviez, avec cette petite cavité remplie de suif ou de cire, etc., vous aviez collé des éléments du fond. Donc, si vous rameniez votre cavité remplie de sable collé, vous saviez que c'était un fond sableux. Si vous aviez des coquillages cassés, hein, des coquillages qui sont réduits en poudre, vous aviez une autre information. Si vous aviez un morceau d'algue, etc., vous aviez une autre information. Si vous n'aviez rien, ça voulait dire qu'on était sur du rocher. Vous voyez ? Et ainsi, vous aviez, c'est très empirique, mais pour des gens qui savaient décrypter le moindre petit grain de sable, sans jeu de mots, vous aviez la possibilité d'avoir des informations et de savoir que le bon passage, surtout dans des parages terribles comme Bricus Maximus, hein, qui traverse en Manche. La Manche, oui, voilà, hein, vous aviez des passages amarrés avec des rochers. Il faut savoir
précisément qu'on va passer là et pas là, sinon vous alliez avoir des ennuis. Donc le sondeur vous permet de passer les endroits les plus délicats et d'ainsi continuer jusque là où vous voulez aller. Et vous voyez, donc il n'y avait pas beaucoup d'aide, mais des gens qui étaient extrêmement connaisseurs de leur manière de naviguer, avaient la possibilité de s'en sortir, si je puis dire, aux grandes dames des passagers d'ailleurs. Les passagers, eux, avaient tout le temps peur, parce que le capitaine, je vous ai fait allusion tout à l'heure à des textes de passagers, l'évêque, Synésios de Cyrène, que j'aime beaucoup, ils sont des passagers, ils sont tous en train de hurler de peur parce que le capitaine les éloigne de terre alors qu'eux voient le port qui est à quelques centaines de mètres. Mais ils disent « Mais capitaine, pourquoi partons? On est malade. » Alors que le capitaine sait qu'on ne va pas pouvoir atteindre le port directement parce qu'il y a un contre-courant. Donc il sait qu'en faisant un triangle, en partant au large et en revenant à terre, il va éviter le courant qui va l'envoyer très très loin. Donc ainsi, lui sait où il va. De même, toujours dans le même texte de Synésios, vous avez le capitaine qui amène le bateau à toucher un rocher. Tous les passagers hurlent, sont en train de dire « Mais on va s'écraser », etc. Et hop, au dernier moment, il fait basculer le bateau parce qu'il sait que juste derrière ce rocher, il y a un courant qui va lui faire éviter. Éviter, ça veut dire que l'avant de votre bateau va bouger et va vous mettre dans la bonne direction. Alors que s'il était passé à quelques centaines de mètres au-delà de ce rocher, il n'aurait pas eu l'aide de ce courant qui l'attendait. Vous voyez, des choses de ce genre. Voilà, donc c'est à nouveau, on peut rentrer, vous voyez, dans les dossiers longtemps. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour toutes ces informations passionnantes.